c'est l'intelligence générale qui résout les problèmes particuliers. La disposition d'esprit, c'est quand même l'approfondissement. C'est l'élite pour tous. Dans nos grandes écoles, vous êtes des athlètes d'entreprise. Moi, j'avais un ancien de l'école, un dirigeant de CAC 40, qui me disait, mais moi, tous les jours, j'utilise les compétences, pas techniques que j'ai apprises dans nos grandes écoles, mais ces compétences générales dans les classes prépa. On peut même faire de médecine. Je crois que la force du système, hein, si c'est son secret, il est facile à craquer. 2 ans d'études généralistes, 3 ans d'études plus pointues, orientées vers le marché du travail, avec 1 année de césure à l'international, et on est bon, non? Le plus important, c'est aimer apprendre. Je crois que c'est d'ailleurs Franck Bournois qui l'avait fait sur France 2 il y a encore quelques années. Une grande école est moins bien protégée qu'un fromage AOP aujourd'hui en France. Bon, c'est bien, on ne se sent pas tout seul. Bonjour à toutes et tous, merci de venir assister à cette conférence. Simplement qu'on puisse déjà bien comprendre à qui on s'adresse. Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui est au lycée? D'accord. Qui est en classe préparatoire? Qui est parent? D'accord, ok. Bon. D'accord, les parents sont là. Bon, parfait. Bon, eh bien, merci à nouveau d'être ici. L'objectif de cette conférence, c'est de vous parler en particulier d'un continuum, du parcours prépa grande école. Alors, vous l'avez vu si vous êtes un petit peu baladé dans les travées du salon depuis maintenant quelques heures. Ici sont présentes uniquement les grandes écoles de management au sens de la conférence des grandes écoles. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur parce que moi, voilà, je suis le cofondateur de Major Prépa et voilà, depuis 10 ans, je me bats justement pour valoriser cette filière à laquelle je crois beaucoup. Ça nous tenait à cœur et vous avez pu découvrir les différents programmes. Donc effectivement, il y a le programme Grande École qui est accessible par plusieurs voies. Donc on va y revenir bien sûr. Il y a le bachelor, il y a les masters spécialisés, les masters of science. Voilà, il y a pléthore de programmes. Là en particulier, on va se focaliser, si vous le voulez bien, sur la classe préparatoire et bien la suite logique des choses, j'allais dire, la Grande École de Management. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me trouver d'une part avec Frédéric Munier, qui est professeur de géopolitique à Saint-Louis, donc en classe préparatoire, et par ailleurs Léon Leluza, qui est donc le directeur général de l'ECP Business School, que vous devez sans doute bien connaître. Très bien, je vous laisse peut-être vous présenter un peu plus amplement dans les médias avant de dérouler les questions. On se fait beaucoup de politesse. Bon, donc je m'appelle Frédéric Munier, je suis professeur au lycée Saint-Louis à Paris depuis 15 ans. Donc j'enseigne la géopolitique en classe préparatoire ECG. Alors vous allez voir, il y a beaucoup d'acronymes barbares. C'est pas de notre faute, c'est le ministère. Voilà. Et par ailleurs, j'enseigne la géopolitique et je suis directeur de l'école de géopolitique à Schema Business School. Donc ça me donne une vue assez complète en fait sur le continuum prépa grande école. Léon. Bonjour à tous et à tous. Comme vous pouvez me voir, je suis français. Donc ça fait depuis... je suis en France depuis 48 ans. Donc je suis à l'ECP depuis un peu plus d'un quart de siècle, c'est-à-dire un peu plus de 25 ans. Et puis, parallèlement, j'étais aussi partner chez Deloitte, chez un cabinet d'audit et conseil où j'ai fait ça pendant 15 ans. Et voilà, donc j'ai pu avoir la chance d'avoir le côté entreprise et puis le côté école de commerce. Et effectivement, accessoirement, je dirige une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Parfait, merci à tous les deux. Alors avant de débuter en bonne et due forme, voilà, je pense que c'est un vieux réflexe de préparationnaire que j'ai été. Je vous propose de définir les termes du sujet. Après tout, c'est ce qu'on apprend aux élèves, aux étudiants. Pouvez-vous déjà parler concrètement de ce qu'est une prépa? Alors sans doute toi, Frédéric. Est-ce que c'est aussi une grande école de management? Il y a beaucoup de confusion. Voilà, il y a une offre de programmes assez éclectique, on va dire, en France et assez hétérogène en termes de qualité. Donc comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est intrinsèquement une prépa? Qu'est-ce que c'est intrinsèquement une grande école de management? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prépa? Je vais vous raconter une histoire d'abord, peut-être l'avez-vous déjà entendu, mais jusqu'à la Révolution française, il existait l'université, en l'occurrence l'université de Paris ici. Lorsque les révolutionnaires ont abattu l'ancien régime, ils ont considéré que l'université avait été complice de la royauté. Et donc ils ont décidé de créer un autre système, anti-universitaire. Ils ont fondé les grandes écoles, l'école normale supérieure, 1793, l'école polytechnique, et puis ils ont créé des classes préparatoires pour ces grandes écoles. Le système était pensé méritocratique, puisqu'on n'entrait plus par le nom, mais par le concours. Et puis, voilà, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a en France un système dual, avec d'un côté l'université, et de l'autre, un système avec des grandes écoles. C'est ainsi. Et alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de doubles diplômes, etc. Mais pendant plus d'un siècle et demi, au fond, il y avait deux mondes avec une barrière entre. C'est plus le cas aujourd'hui, du tout. Mais ça explique, je réponds à la question de Dimitri, ça explique pourquoi il y a un système dédié, qui sont ces 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles,
qui sont un système dans lequel on travaille beaucoup, mais qui donne une assurance. Hein, c'est l'intelligence générale qui résout les problèmes particuliers. Ces 2 années de consolidation post-lycée permettent d'appréhender dans les meilleures conditions, selon moi, les grandes écoles qui sont derrière, qu'elles soient des grandes écoles d'ingénieurs, qu'elles soient des grandes écoles vétérinaires, ou, et on y vient, des grandes écoles de... Alors, on dit de plus en plus de management quand même, parce qu'on y fait du commerce, c'est vrai, mais on y apprend bien d'autres choses. Ce sont des écoles dans lesquelles on apprend à management, c'est un mot qui vient du français. Hein. Vous savez, comme tous les mots anglais de plus de 2 syllabes, ça vient du français. Hein. L'anglais, c'est que du français mal prononcé. C'est De Gaulle qui disait ça. Le management, un management, ça vient du verbe manier. Hein. On manie les hommes, on manie les femmes. Voilà. Et un manège, on a un cheval et on manie le cheval. Ça vient de là, le manège. Voilà. Donc les écoles de management sont des écoles qui en fait, mais ça Léon va le dire mieux que moi, hein, qui vous apprennent la prise de décision, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas. Donc nos années de prépa, ça prépare aux grandes écoles, dont le SCP, bien sûr. Effectivement, comme a dit Frédéric, en fait, les grandes écoles, il y a un peu plus de... Allez, entre 2 et 3 siècles, ça dépend. Les écoles d'ingénieurs, c'est à peu près 3 siècles. Les écoles de management, c'est 2 siècles, puisque le SCP est la plus ancienne école de commerce au monde, créée en 1819. Je suis au conseil d'administration de la conférence des grandes écoles qui regroupe 250 grandes écoles, toutes filières confondues. En fait, la particularité, effectivement, c'est la voie d'excellence, c'est la voie royale, en fait, pour préparer à tous les métiers possibles et aussi à aller au plus haut niveau en termes de, justement, de direction de ces organisations, aussi bien économique, politique, social, journalisme, vraiment dans tous les métiers possibles. Alors, plus particulièrement en école de commerce, comme on dit, ou école de management, ça ouvre aussi à tous les métiers, à tous les champs du possible. Mais au-delà de cela, en fait, c'est que la différence entre les universités qui sont excellentes aussi, hein, et les grandes écoles, c'est qu'il y a une employabilité. En fait, à la fois, on va allier évidemment les connaissances, je dirais même plus que les connaissances, parce que les connaissances, elles sont gratuites. Vous pouvez regarder ça YouTube, etc. Donc la question dit, mais quelle est la valeur ajoutée des grandes écoles ? En fait, c'est que nos professeurs, et ça c'est le continuum avec les classes prépa, c'est qu'ils vont vous accompagner en fait à trouver votre voie d'excellence, votre centre d'intérêt par rapport au métier possible. Donc, c'est ça qui va faire la différence et donc l'employabilité. Donc, ça, c'est un premier point Donc là, vraiment, il y a une grande différence entre les grandes écoles et les universités. C'est-à-dire parce que comme on sait on va vous identifier quelles sont vos compétences, quelles sont vos passions, et on va finalement correspondre au métier possible avec les cours dédiés avec les intervenants vraiment dirigeants qui viennent dans nos écoles. Parfait, c'est très clair. Alors, j'ai énormément de questions et on a peu de temps, et notamment, j'aimerais vraiment vous laisser aussi poser des questions. Alors, je vais poser des questions qui amènent des réponses de 10 minutes et je vais vous demander de répondre en 2 minutes, si ça vous va. D'abord, est-ce que c'est une spécificité française, la classe préparatoire ? On l'entend souvent. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, non. On va le dire autrement, peut-être vous savez d'où viennent les concours, hein, ça vient de Chine. Hein. Lorsque les jésuites sont allés en Chine, ils ont découvert des concours, les concours d'accès au mandarinat, qui étaient extrêmement complexes, ils ont trouvé ça très bien, ils ont ramené ça chez eux, dans les collèges jésuites, et puis la pratique du concours est passée par là. Donc d'abord, on n'est pas spécifiquement français, on est un peu chinois. D'ailleurs, quand on a des doubles diplômes avec la Chine, ils comprennent très très bien ce qu'on fait. Un concours, l'excellence, ils comprennent. Par ailleurs, dans toutes les formations, même anglo-saxonnes, vous avez très 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 généralement une formation, un cycle assez généraliste. D'ailleurs, un bachelor en liberal arts, c'est un truc qui est né sur la montagne Sainte-Geneviève il y a 800 ans. Au lycée où j'enseigne, à Saint-Louis, c'était l'ancien collège d'Harcourt, 1280. Eh bien, on faisait à l'époque des bachelors en arts libéraux. Les arts libéraux, c'était des sciences d'un côté, et puis on dirait aujourd'hui des humanités de l'autre, si vous voulez. C'est ce qu'on fait en prépa. Hein, des sciences, des humanités. Et sur cette base, eh bien, c'était comme ça au Moyen-Âge, c'est comme ça dans beaucoup d'universités anglo-saxonnes. On va chercher ensuite une spécialisation, hein, bien sûr. Donc l'idée qu'une formation solide, c'est un peu comme une pyramide, elle doit reposer sur des fondements assez généralistes, transversaux, savoir parler, savoir s'exprimer, être cortiqué, savoir parler des langues étrangères, savoir faire des mathématiques, ou de la physique d'ailleurs, etc. Et ensuite, se spécialiser dans quelque chose, c'est un système qui est au fond décliné dans la plupart des grands systèmes universitaires. Alors chez nous, ça prend une forme un peu à la française, parce que les classes prépa dépendent de l'État, hein, bien sûr. Mais au fond, encore une fois, l'idée d'une articulation des savoirs génériques, transversaux, qui ne sont pas directement liés au marché du travail,
mais sur lesquels les écoles de commerce vont construire derrière, hein, pour, comme le disait Léon, vous profiler, pour vous faire accéder avec un taux d'employabilité absolument sans équivalent en France, hein, extraordinaire. La plupart des jeunes sont embauchés avant d'être diplômés, quasiment. Bon. Eh bien, je crois que la force du système, hein, si c'est son secret, il est facile à craquer. Hein. 2 ans d'études généralistes, 3 ans d'études plus pointues, orientées vers le marché du travail, avec 1 année de césure à l'international. Et on est bon, non? Oui, on est excellent. Moi, je dirais, Frédéric est modeste, mais moi je dirais que les classes prépa françaises, c'est unique au monde. Alors, évidemment, de le contenu, on a aux États-Unis, on a en Chine, etc. Mais en fait, pourquoi je dis que c'est unique au monde, si je peux me permettre de dire ainsi, c'est que on peut penser que c'est théorique. C'est théorique, mais en fait, moi je dirais que c'est plutôt un cadre conceptuel. En fait, on est là pour réfléchir bien, vite, et en profondeur. Et les professeurs comme Frédéric vont vous donner, en géopolitique, vont vous donner des éléments en profondeur. Et ça, c'est extrêmement important lorsque nous, on vit dans l'ère de l'intelligence artificielle, des données. Et pour nous, c'est qu'il faut faire les classes prépa si on veut travailler dans l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que on apprend ce qu'on appelle les compétences génériques, les compétences générales, socio-comportementales, c'est-à-dire en anglais on appelle ça les compétences soft skills. Vous savez, ces compétences génériques, générales, socio-comportementales sont extrêmement importantes. Je prends un exemple très clair. Dans les classes prépa, on apprend la concentration. En fait, lorsque vous avez beaucoup de données, comment se concentrer? On apprend l'esprit critique, le discernement. Et ça, c'est extrêmement important dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de données. Et ça, on apprend la résilience. Vous voyez, cette capacité à se dépasser et travailler ensemble. Et je crois que ça, c'est des éléments qui sont clés et qui sont assez uniques. Et en plus, j'ajoute, avec des petites classes. Oui, bien sûr. Oui, on parle même de compétences, parfois de higher order skills, des compétences d'un ordre supérieur, c'est-à-dire les compétences qui permettent d'agréger des compétences. En prépa, on apprend à travailler, à se concentrer, à tenir le stress. C'est un peu comme des années de médecine, si vous voulez, qui vont permettre de sortir derrière des médecins qui seront capables de travailler longtemps, vous savez, aux urgences, hein, se concentrer, savoir apprendre, apprendre à apprendre, et avoir ces compétences dont Léon parlait, hein, qui sont des compétences de discernement. Et de fait, lorsqu'on a un esprit assez bien cortiqué, on est capable de s'adapter à énormément de situations et faire face au futur. Et le futur, c'est pas la répétition d'hier. Hein. Comme disait Gaston Berger, le grand prospectiviste, le futur, c'est ce qui diffère du présent. Ce n'est pas la continuité. Il faudra sans cesse s'adapter à des données nouvelles. Et ça, on prépare avec un vaste savoir acquis du passé, avec la capacité à faire des dissertations d'école. L'école, c'est pas une punition, hein, c'est des examens oraux où on doit tirer un sujet et puis assez vite répondre, proposer une stratégie. Ce sont des choses, au fond, nos plans en 3 parties qu'ils apprennent à faire en prépa, ils les déclinent après chez McKinsey lorsqu'ils doivent analyser une situation, faire un constat, hein, proposer des solutions. Ce sont des compétences qui suivent, qui sont nécessaires tout au long de la vie. Oui, je ne sais pas si McKinsey a le vent en poupe en ce moment, mais on comprend l'idée. En tout cas, oui, pour corroborer un peu ce que vous disiez, ce qui est intéressant aussi, on parle assez volontiers en prépa par commodité de géopolitique, d'économie, de philosophie. Dans les faits, on fait de l'AGGSP, histoire géopolitique, géographie géopolitique dans ce sens-là, du monde contemporain. Donc on va croiser en permanence toutes ces disciplines. En culture générale, on va parler de philosophie, on va parler d'art, on va parler de sociologie, on va croiser aussi toutes ces disciplines. En ESH, économie, sociologie, histoire, là aussi. Donc voilà, c'est très riche, c'est très profus, le programme est passionnant, parfois on s'y perd un petit peu, mais justement, c'est ça qui est aussi appréciable en classe prépa. Alors, 2 questions, vous y avez répondu plus ou moins, donc on peut être assez rapide là-dessus. Est-ce que c'est encore rentable aujourd'hui, selon vous, de faire une prépa? Je vous pose la question, puisqu'il existe aujourd'hui des alternatives, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, pardon. Pourquoi faire une prépa plutôt qu'un autre parcours, finalement? En fait, c'est une prépa, évidemment, c'est plus que préparer à l'accès aux grandes écoles. Donc, toutes les grandes écoles sont excellentes. Après, il y a des différenciations. Deuxième chose, pour moi, la classe prépa, c'est un continuum, c'est ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les 2 années ou les 3 années de préparation pour accéder à nos grandes écoles. En fait, c'est la classe prépa, donc c'est ce continuum. En fait, il y a une continuité, il y a un sens. Et effectivement, après, lorsqu'on arrive dans nos grandes écoles, il faut désapprendre, parce que pourquoi on désapprend? On a appris quelque chose, on a apprendre à apprendre, et puis il faut désapprendre parce qu'il y a d'autres approches qu'on va vous expliquer. Et après, donc, il faut apprendre à réapprendre. Donc ça, c'est très important. Il y a des acquis
qui vont qui vont vous durer toute votre vie. Moi, j'avais un ancien de l'école, un dirigeant de 440, qui me disait, mais moi, tous les jours, j'utilise les compétences, pas techniques que j'ai apprises dans nos grandes écoles, mais ces compétences générales dans les classes prépa. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est durable. Et c'est ça qu'il faut, faut pas sous-estimer ce point-là. Deuxième élément, c'est dans les classes prépa, on crée aussi des amis ou des amitiés mémorables et surtout, je dirais, qui durent pour toute la vie. Et je crois que ça aussi, c'est important. C'est une expérience vraiment à vivre. Alors, sur le moment, évidemment, c'est difficile. Il faut, lorsqu'on travaille 12 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7, voilà, pendant 2 ans, il faut avoir cette résilience quand même. Lyon, c'est parfait parce que tu as donné des perches à toutes les questions que je voulais poser à Frédéric. Donc je te remercie, je ne sais pas si tu as fait exprès. Justement, sur ce côté presque sacrificiel de la prépa, c'est souvent l'image d'Épinal qu'on a de la prépa. Comment la prépa évolue aussi aujourd'hui pour tenir compte de ces aspirations-là? On le sait, hein, on s'adresse à une génération aussi qui a peut-être moins envie de tout sacrifier, entre guillemets, pour la prépa. Est-ce que la prépa a su s'adapter finalement à ce nouveau paradigme? Alors, je ne dirais pas que la prépa s'est adaptée, ou plutôt, voyons les choses autrement. Qu'est-ce qui fait le niveau en prépa? C'est les jeunes. On a des générations qui changent aujourd'hui, qui ont d'autres usages, qui veulent pouvoir continuer à maintenir certains types de loisirs ou du sport, etc. Et de fait, ça fait longtemps que je suis dans le circuit, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, en plus, ils sortent d'un lycée, vous savez, qui a profondément changé. Bon, on ne va pas en faire On peut enchaîner. Voilà, on peut enchaîner. Voilà, il y a que le Chili en dessous de nous en maths. Là, en CM1, c'est l'étude de la semaine dernière. Bon, bref, beaucoup de choses ont changé. Les prépas peuvent s'adapter parce que on a 35 heures de cours par semaine. On prend les jeunes comme ils viennent. C'est comme chez McDo. Vous venez comme vous êtes. Et pendant 2 ans, on vous façonne. C'est de la, voilà, on a un atelier de musculation intellectuelle. Ils font du sport aussi, hein, donc quand même, ils se musclent aussi, tout court. Mais on a cette capacité à prendre les jeunes. Maintenant, on les prend comme ils viennent, avec les savoirs qui sont les leurs aujourd'hui, qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans, bien sûr. Et comme tu le disais, il n'y a plus cet aspect sacrificiel. Moi, je pense que c'est une bonne chose, d'ailleurs. On a des jeunes un peu plus équilibrés. Alors peut-être que dans certains hard skills, ils n'ont plus à 20 ans le niveau qu'ils avaient il y a 30 ans. Mais pour d'autres types de compétences, je crois que c'est important de faire du sport dans la vie. Je crois que c'est important d'avoir des réseaux d'amitié. Donc, on arrive à ça. Et les jeunes, je finis juste là, ils arrivent à conserver des loisirs. Ceux qui sont sportifs de haut niveau en font un petit peu, reprennent après en école. Donc, je dirais que de moins en moins sacrificiel. Et vous savez, j'ai accompagné la semaine dernière un membre de ma famille à un salon de médecine et je me suis dit, oulala, mes élèves de prépa ont de la chance d'être en prépa parce qu'en première année de médecine, c'est vraiment difficile. Je fais le parallèle. En fait, en prépa, et ça c'est dans nos grandes écoles, vous êtes des athlètes d'entreprise. En fait, c'est ça. La préparation, c'est pour préparer à une compétition, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire vous êtes des athlètes de haut niveau, mais d'entreprise. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez travailler dans une entreprise, lorsque vous avez une ambition avec humilité, vous allez travailler beaucoup pour l'entreprise, pour mieux servir la société. Et c'est comme des athlètes sportifs. Eux, les athlètes sportifs, évidemment, ils ont une compétition, une performance, et leur durée d'activité, elle est courte. Alors que nous, la durée d'activité, elle est longue, elle est de 40 ans. Et on travaille beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut justement mieux servir notre société pour qu'on ait une société plus juste, plus durable, plus paisible. En fait, c'est là ce qu'on souhaite. C'est pour ça que la prépa, c'est excellente parce qu'elle prépare à cela. Et je fais le parallèle, tu disais, Frédéric, comme médecine, comme les militaires. C'est la même chose. En fait, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. On réussit, c'est d'abord la première chose, il faut travailler. Et lorsque vous êtes dans une compétition mondiale, parce que moi, ça me fait toujours sourire, on dit oui, il ne faut pas travailler, etc. Non, parce que dans les autres pays, ils travaillent. Mais on ne travaille pas, pour gagner plus, pas uniquement, mais on travaille, c'est pour soi, c'est la passion. Vous voyez? En fait, il faut aider. Moi, je crois que c'est là l'enjeu, parce que souvent, moi, je dis à mes élèves, vous allez gagner beaucoup d'argent, soyez décents, mais il faut toujours aider votre société, aider les autres. En fait, c'est là, parce que si vous réussissez, c'est parce que comme ça, vous pouvez aider les autres. En fait, c'est là l'enjeu pour nos grandes écoles. Et pourquoi on est arrivé là, en France, ou etc.
on a changé des pertes de valeur, pertes de sens. Et moi, je suis désolé, mais il faut vraiment que grâce à nos grandes écoles, on peut y arriver. Et je crois qu'il y a eu ces pertes de repères, honnêtement. Je suis absolument d'accord. Hein. Alors, la chance en plus, c'est qu'en classe prépa, Dimitri le disait, vous avez des enseignements qui sont très, très nourrissants intellectuellement. C'est pas super difficile de se passionner pour de l'histoire, des théories économiques, glisser en philosophie, lire des auteurs, de la littérature. Les professeurs de maths vont vous montrer que les mathématiques, bon, il y a une forme de beauté dans la démonstration. Enfin bref, en langue, vous irez beaucoup plus loin, j'imagine. J'en suis persuadé que ce que vous avez fait avant. C'est pas faire discrédit du lycée, simplement. Vous avez des enseignants aussi qui sont là en classe prépa en sachant qu'ils préparent un concours. Le baccalauréat, c'est 80. Enfin bon, bref, rater le bac, c'est devenu un projet existentiel, si vous voulez. Vous voyez, c'est un projet. Alors que là, il y a un concours. Et le concours, vous savez, il a un effet extrêmement... C'est un bon incentive. Le concours, quand on est un professeur et qu'on prépare un concours, eh bien, on se lève le matin, on bosse pour nos étudiants, on est avec eux. Ce sont des classes de 48. Des classes de 48. C'est pas des amphis de 300, maximum 400. D'ailleurs. 48 maximum. On connaît tous nos étudiants, ils nous suivent. On est en régime lycée. Il y a une infirmière, il y a une cantine, il y a un internat, il y a des professeurs qui les connaissent. On les suit. C'est une forme, finalement, encore une fois, de discipline à la fois physique et mentale, qui permet en 2 ans de préparer. La question, c'est pas réussir sa prépa, c'est préparer sa réussite. Et que les parents qui ont rigolé à ta blague sur le bac. Mais bon, ça... alors, je rebondis aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure sur ton ancien, entre guillemets, patron du CAC 40. J'ai regardé des chiffres très intéressants. Il y a 6% des gens qui rentrent dans l'enseignement supérieur. Donc déjà, un étudiant sur 2 continue dans l'enseignement supérieur. Parmi eux, 6% font une classe préparatoire. Classe préparatoire au sens large du terme, ça peut être économique, économique et commercial, ça peut être scientifique, ça peut être littéraire, etc. Donc sur ces 6%, on va le formuler comme ça. Si on prend les patrons du CAC 40, 60% d'entre eux sont passés par une classe préparatoire. Donc le rapport est de 1 à 10. Alors on peut se dire, oui, mais c'est quand même la voie royale pour entrer en grande école. Les grandes écoles, derrière, vont former ces dirigeants-là. C'est plutôt logique. Mais si on se penche cette fois-ci sur le Next 40, donc ça, c'est les 40 startups prometteuses qui ont été intronisées par le gouvernement. Donc là, c'est vraiment des fondateurs de boîtes. Personne ne leur a donné un poste. Ils ont construit leur boîte elles-mêmes. Et bien surprise, on retrouve exactement ce même chiffre. 60% d'entre eux sont passés par une classe préparatoire. Donc le rapport est 10 fois supérieur par rapport à l'ensemble des personnes qui ont fait des études supérieures. Ma question est très simple. Comment vous expliquez ce double phénomène ? En fait, je crois que parce que justement, pourquoi on a autant, effectivement, sur les 75 entreprises françaises les plus grandes, en fait, c'est les classes prépa. D'abord, école d'ingénieur, c'est Polytechnique. Après, on arrive avec HEC et l'ECP à égal, avec 10 dirigeants, enfin PDG qui sont formés. Après, il y a l'ESSEC derrière. Donc, on a les 4 premières. Ça représente 60, même à la centrale, tout ça, je crois qu'on va être à 73 sur 75. Qu'est-ce qui explique? Justement, je crois que c'est ce continuum, en fait. Dans les classes prépa, comme on apprend à aller travailler vite et bien, et évidemment, parce que ceux qui sont déjà bons, il y a en amont, c'est-à-dire que les élèves sont brillants par définition, donc ils veulent aussi faire ça, donc ils sont déjà passionnés. Et après, dans ce continuum, justement, on donne beaucoup de diversité dans les cours. Ça, c'est le premier élément. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle un épanouissement global. L'épanouissement global, c'est que la première chose qu'on apprend dans nos grandes écoles, c'est se challenger sur le côté intellectuel. Donc, c'est plus que les connaissances, c'est vraiment de comprendre, voire co-créer la connaissance avec nos professeurs. Deuxième épanouissement, c'est l'épanouissement professionnel. C'est-à-dire que dans les grandes écoles, on va vous accompagner, comme dans les classes prépa, pour finalement identifier vos passions, vos centres d'intérêt par rapport aux métiers possibles et aux industries possibles. Troisième élément, c'est l'épanouissement personnel, c'est-à-dire votre développement personnel à travers les associations étudiantes. Ça, c'est important parce que ça va vous forger votre intelligence interpersonnelle, sociale, comment mieux se comporter avec les autres, etc. Évidemment, le dernier épanouissement, c'est l'épanouissement physique. C'est-à-dire qu'il faut préparer à la résilience mentale et aussi physique. La résilience mentale, par exemple, dans nos grandes écoles, on a des séances de méditation. Comment mieux récupérer? Pourquoi Léon Marchand, il est excellent?
c'est pas son prénom. Moi, je m'appelle aussi Léon. Bon. C'est redevenu à la mode, vous voyez. C'est parce qu'il a une capacité de récupération. En fait, c'est que si vous avez, même dans les concours, c'est que comment vous pouvez récupérer vite lorsque vous faites des épreuves. En fait, c'est là, et ça, dans nos grandes écoles, on apprend aussi à cela. Vous voyez, c'est cet épanouissement global qui permet justement de mieux réussir. Et aussi, on est très dans le concret. En fait, on prend des principes, donc je parle moins des théories, et on va les appliquer, en fait, et on va toujours challenger avec une prise de recul. Alors, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Léon. Ça me semble vraiment très important, ce qui a été dit. Moi, je ferai un pas de côté pour revenir à ça. Vous savez pourquoi le Louvre a été créé? Le Louvre, c'était le palais royal, le palais du roi. Mais les révolutionnaires ont pensé qu'il fallait un lieu qui stocke toutes les œuvres, en fait. Donc, ils ont pillé tous les musées de province et tout est allé au Louvre. Et le Louvre, il est situé en face des Beaux-Arts. Il n'y a qu'un pont à traverser. Et les gens qui travaillaient aux Beaux-Arts au XIXe siècle, ils traversaient le pont, ils allaient au Louvre et ils passaient leurs après-midi à recopier les œuvres de maîtres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être innovant. Tu parlais des start-up, justement, des entreprises les plus proéminentes, des jeunes qui créent du nouveau, des choses qui ne sont jamais advenues, en fait. Donc, ils inventent le futur, sous nos yeux, ces jeunes. Mais ces jeunes, ils sont passés par des classes préparatoires. Et qu'est-ce qu'on fait en classe préparatoire? Eh bien, on va dans le musée de toutes les connaissances du passé, on les recopie. Et on apprend à penser comme, on lit un tel, on dit un tel. Si on n'a pas emmagasiné une partie du passé, il est très difficile de créer. Vous savez, en école, on aime bien parler, on veut des gens qui aient une pensée out of the box, en dehors des sentiers battus. Mais pour avoir une pensée out of the box, il faut avoir une box déjà. Ouais. Et la box, qu'est-ce que c'est? C'est que si j'ai une pensée originale, c'est que je suis original par rapport à quelque chose. Je sais me situer par rapport à une tradition. Je sais comment innover dans tel domaine. J'ai des répertoires d'exemples passés. Et ça, on le forme en prépa parce que justement, on fait de la littérature, de la philosophie, on fait de l'histoire, on fait de l'économie, on fait de la sociologie, on fait des mathématiques, on fait des langues, on fait de la civilisation étrangère, etc. Le grand sociologue, philosophe Edgar Morin, là, qui a dépassé 100 ans maintenant, il est né en 21, eh bien Edgar Morin dit toujours, et je vous l'ai dit en début j'avais pas référé à la citation, c'est méchant, c'est pas bien, c'est l'intelligence générale qui résout les problèmes particuliers. Et donc, quand on a des problèmes particuliers, mais qu'on a une intelligence vaste, basée sur une culture solide et vaste, on est plus à même de résoudre les problèmes de notre temps. La transition, le vivre ensemble, quelle société on veut faire ensemble. Je crois que ce qu'a dit Léon, vous avez vu, ça vous a peut-être étonné d'entendre ça de la bouche d'un directeur d'école de commerce, parce que souvent, nos médias en donnent une image tout à fait dévoyée, mais je peux attester, les écoles, à mon avis d'ailleurs, vont être les agents probablement les plus révolutionnaires dans la manière de faire des transitions vers le monde qui vient. Les jeunes des écoles pensent beaucoup à améliorer le sort du monde et on leur donne les outils entre le passage de la prépa à la grande école. Je ferai aujourd'hui plus confiance à des écoles qu'à des partis politiques pour, disons, aménager, organiser, penser le monde qui vient. Les talents sont là. Bien, on s'est un peu lamenté sur le classement PISA tout à l'heure, alors je vous propose de faire un peu cocorico cette fois-ci. On va regarder les classements internationaux, c'est intéressant, et notamment donc, celui du Financial Times. Alors il y en a d'autres, mais c'est peut-être celui qui est pour moi le référentiel sans doute mondial. En particulier donc, le classement du Master in Management, donc du programme Grande École, celui qui est accessible en fait, après une classe préparatoire. Eh bien, on découvre que parmi le top 10, il y a 6 écoles françaises, dont le SCP. Et en fait, c'est quasiment toujours le cas, et d'ailleurs si on va derrière top 20, top 30, top 50, on voit énormément d'écoles françaises. Et ce classement, effectivement, alors il y en a d'autres, à chaque fois qu'il y a des classements mondiaux, en fait la France figure extrêmement bien relativement à sa population. On est 1%, je crois, de la population dans le monde. On représente en fait une grande partie des tops écoles à l'échelle du monde. Là aussi, comment expliquer ce phénomène? En fait, tu as raison, en fait, et c'est là, parce qu'on entend souvent parler, et c'est vrai, que dans les grandes écoles de commerce, ça coûte cher. Et en fait, ça coûte cher, tout est relatif. Est-ce que vous savez que dans nos grandes écoles de commerce, on n'a pas de subvention de l'État? Par exemple, à l'ECP, c'est 0. Aucune subvention, ni de la chambre, c'est 0. Donc la question, c'est, est-ce que vous savez combien ça coûte une classe prépa? À peu près en moyenne, je crois, Frédéric, c'est 17 000 ou... Oui, c'est ça. C'est entre 15 et 18 000. Voilà, 15 et 18 000. Voilà, ça dépend des prépas. Mais... À l'université, c'est aller entre 11 et 16 000, ça dépend des filières. En fait, nous, dans les écoles de commerce, dans nos écoles de commerce, il faut bien financer cela. Évidemment, on finance grâce
aux frais de scolarité. Mais au-delà, c'est qu'en France, dans nos grandes écoles de commerce, en fait, les frais de scolarité pour les étudiants européens sont moins chers que le coût réel. Et nous, on rattrape ça par rapport aux étudiants extra-européens. Donc ça, c'est un premier mélange parce que je voudrais bien contextualiser pour faire comprendre cela. Donc par rapport aux États-Unis, je veux dire, 1 an aux États-Unis, c'est 4 années, voire 5 années dans nos grandes écoles en France. Et le retour sur investissement est excellent dans nos grandes écoles de commerce. Alors maintenant, comment expliquer en fait pourquoi nos grandes écoles de commerce françaises, elles sont excellentes? D'abord parce qu'il y a la filière classe prépa. On est extrêmement bien préparé avec cette culture générale très diverse et à travailler vite et bien. Deuxième élément, c'est que dans ce continuum dans les grandes écoles de commerce, c'est qu'on a une variété en fait de cours. Et ces cours, ils sont très, très liés avec l'entreprise, avec les stages. Je prends un exemple par rapport au Royaume-Uni, que vous connaissez, par rapport à Oxford, Cambridge, qui sont excellentes. Mais la grande différence, c'est que pourquoi elles réussissent moins? Oxford et Cambridge sont derrière nous en école de commerce, parce que c'est trop théorique. En fait, c'est moins accompagné par rapport à nous, c'est un peu plus pratique, avec évidemment une prise de recul. Et aussi, c'est très international, c'est-à-dire que dans nos écoles de commerce, on attire beaucoup d'étudiants internationaux. Vous savez, lorsque vous travaillez en projet de groupe avec des étudiants qui viennent du monde entier, c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Et aussi, donc il y a ce côté diversité. Il y a aussi ce côté très pratique. Il y a aussi ce côté, je dirais, sur la recherche. Nos recherches sont excellentes en école de commerce. Après, vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas dans le classement de Shanghai? Parce que nous sommes juste une discipline, alors que le classement de Shanghai, c'est la combinaison de l'ensemble des disciplines. Vous voyez, parce qu'on parle d'université. Oui, moi je me régale hein, parce que c'est effectivement, on voit ça aussi du côté classe prépa, c'est très net. Une chose là-dessus, c'est que c'est un des paradoxes français. Vous avez compris, on est à la fois un pays qui a beaucoup de résistance par rapport au marché, etc. Et on a les meilleures écoles de commerce d'Europe et à certains égards du monde. Mais ça, c'est dû au fond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque la jeune République, la première République, a créé les grandes écoles versus ces universités, ces grandes écoles avaient une particularité, c'est qu'elles étaient appliquées pour former des gens qui allaient aller dans l'État et faire des choses appliquées. Les écoles d'ingénieurs étaient là pour faire des choses appliquées, de fait moins théoriques. Et de fait, la patente, même l'ADN en quelque sorte des grandes écoles créées par la Première République, c'était des écoles où on allait former des gens à faire des choses, si vous voulez, et à être dans le réel, dans le concret. Et le système dual, finalement, a produit des écoles, en quelque sorte, tu le disais, Léon, moins théoriques, qui sont tout de suite dans l'application. Et l'adaptation des grandes écoles de management, notamment, a été exceptionnelle avec ces années de césure, les stages. Tout élève qui sort, tu le diras ça mieux que moi, mais ils ont travaillé au moins 1 an. C'est-à-dire qu'elles sortent. Les écoles ménagent des périodes de césure qui font que vous avez, alors chez nous, du très générique, en école, de l'appliqué. Au sein de l'école, vous allez faire des stages. Et vous sortez finalement diplômé à Bac+5 en étant parfaitement prêt au marché du travail, hein, dans toutes ces particularités. C'est ça qui est l'excellence. Et puis, bon, Léon parlait de la recherche, et ça, c'est quelque chose de très méconnu, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup en classe préparatoire, c'est vrai. En école, les étudiants ne se rendent pas souvent compte, mais ils ont face à eux des enseignants-chercheurs qui sont donc, si vous voulez, en quelque sorte, à la frontière des savoirs. Et c'est une vraie force, ça. Et on a des équipes de chercheurs en école française, dans le top 10, qui sont au niveau international. Hein. Alors, j'aimerais que vous nous parliez d'un autre élément qui est très structurant dans les programmes grande école. Alors, à l'ESCP, du coup, je vais spoiler de ce que je vais vous dire, mais vous êtes depuis hier, du coup, dans le classement de Challenge, la première école sur le volet de l'international. Vous avez été intronisé par le classement qui est sorti jeudi. Schema est une école multicampus, qui est l'école française qui dispose le plus de campus à l'étranger. Vous en avez au Brésil, au Moyen-Orient, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Vous êtes présent sur tous les continents. Pourquoi accorder autant d'importance au fait que vos étudiants partent à l'étranger, d'une manière ou d'une autre, en double diplôme, en échange universitaire, en stage, etc., au cours de leur cursus? En fait, nous vivons dans un monde mondialisé, c'est-à-dire globalisé. Et en fait, c'est qu'on voit clairement que, justement, et ça, c'est la particularité de nos écoles, de nos grandes écoles de commerce, c'est de permettre à nos élèves d'avoir une mobilité mondiale, c'est-à-dire de pouvoir aller travailler dans le monde entier et de changer, justement. Moi, je prends l'exemple, justement, L'Oréal, j'avais fait une rencontre il y a 2 semaines, il me disait qu'il recrute plus de ESCP.
Pourquoi? Parce qu'ils ont ce profil très international et avec cette intelligence interculturelle. Et ça, dans nos grandes écoles, on prépare cette intelligence interculturelle. Donc ça c'est vraiment important parce que moi, je fais une étude actuellement des dirigeants de 440 notamment. Bon, je vais écrire un article là, qui va sortir à la fin de l'année, normalement. J'ai interviewé plus d'une cinquantaine de dirigeants de français. Il y a deux questions que je leur pose. Je dis, mais pourquoi vous êtes devenu PDG et comment durer pour être directeur général ou président de directeur général? En fait, c'est que tous nos dirigeants français, femmes et hommes, ils ont fait de l'international. Ça, c'est le prérequis. Et lorsque vous regardez, et pour durer, parce qu'il faut comprendre que nos clients, il n'y a pas que des clients français, il y a des clients du monde entier. Donc forcément, on est en contact avec le monde entier. Et je crois que c'est pour ça que c'est extrêmement important. Il faut comprendre de l'autre, apprendre avec les autres, culture, j'entends. Et c'est ça que dans nos grandes écoles, et ce qui fait la force aussi quand on parlait, pour revenir sur le classement Financial Times. Oui, pour compléter ça, alors encore une fois, je suis absolument d'accord, bien sûr. Vous savez, il y a une grande différence entre le tourisme, d'une part, et puis ce que l'on fait faire aux étudiants dans les grandes écoles. Le tourisme, en français, vous savez, on emploie toujours ce verbe qui me fait frémir, moi. On a fait tel pays, comme Casanova pourrait dire qu'il s'est fait telle personne. C'est un écrivain anglais du 19e siècle, Chesterton, qui disait que les touristes, ce sont des Casanova des nations. Ils empilent les conquêtes d'un pays. On ne fait pas du tout ça en grande école, à ESCP Europe, c'est longtemps appelé comme ça, Business School, bien sûr. Mais son nom, ça a longtemps été ça. Les campus, à Schema, c'est pareil, il y a des campus à l'étranger, ça veut dire que les étudiants ne vont pas 15 jours pour faire un pays. Ils s'installent dans la durée, ça dure plusieurs mois, et on sait tous, moi j'ai fait je fais une partie de mes études en Allemagne où j'ai vécu 1 an et demi là-bas. Quand on reste plus de 15 jours, qu'on rentre dans un système universitaire, on est obligé, j'aime bien cette expression de Montaigne, quand il parle du tourisme, il dit voyager, ça forme la jeunesse, il dit, parce que ça oblige à limer sa cervelle contre celle des autres. On lime sa cervelle. Parce qu'on entre dans une culture qui n'est pas la sienne, c'est choquant au début, parfois c'est attirant, à d'autres moments on doit s'adapter, et quand on reste plusieurs mois dans un pays, eh bien on lime sa cervelle contre celle des autres, et quand on fait plusieurs pays comme ça, à la suite, ou pas d'ailleurs dans sa carrière, eh bien ça donne beaucoup plus de souplesse intellectuelle, de capacité à écouter des gens qui pensent différemment, donc à trouver des solutions au lieu d'imposer les siennes, parce qu'on est obligé de tenir compte d'une forme de diversité qui est là, et ça crée des individus simplement plus agiles, plus souples, et plus aptes, je pense, à développer des stratégies sur plusieurs continents, bien sûr. Moi, je vais paraphraser Napoléon. Il disait que pour comprendre un pays, la pensée d'un pays, il faut comprendre sa géographie. Je prends un deuxième exemple, un dirigeant, je ne sais pas si vous connaissez une entreprise multinationale qui s'appelle Saint-Gobain, c'est la plus ancienne entreprise française, 1600 et quelques. Donc l'ancien dirigeant Jean-Louis Beffard, il me disait, lui, pour développer en fait son groupe, lorsqu'il était arrivé, il y avait une centaine d'entreprises, une centaine de filiales. Et lorsqu'il est sorti, c'est 600 filiales. Et en fait, il a pris la grille d'analyse sur la mondialisation de Fernand Braudel, le géographe. Donc c'est intéressant pour décoder le monde. Et c'est pour ça que l'international, c'est extrêmement essentiel et plus que important. C'est vraiment vital pour vous parce que nous vivons dans un monde très, très connecté. Parfait. Alors, je vais vous poser quelques dernières questions. Vous allez voir, voilà, on a beaucoup tressé les louanges de la prépa à grande école. Je vais vous poser les questions des détracteurs de la prépa à des grandes écoles. Le but, c'est d'y répondre en une phrase, 2 phrases maximum. Voilà, comme ça, en plus, ça ressemblera à un TikTok, c'est très bien, c'est court. Et ensuite, on passera les micros. Donc voilà, c'est pas facile. Parfois, les réponses devraient être beaucoup plus longues, mais voilà, en quelques mots, et comme ça, on laissera un peu de temps pour les questions-réponses. Alors, premier cliché, la prépa, c'est dur. Oui ou non? En une phrase. C'est exigeant. Très bien, parfait. La prépa, c'est élitiste. Ça, c'est des conneries. Alors, moi, je vais dire, c'est l'élite pour tous. Parfait. La prépa, ça formate. Ça forme. Vous êtes fort. L'école de management, c'est un truc de fils à papa. Il y a aussi des filles... Bon. On ne travaille plus en école de management après la prépa? On travaille autrement.
Et enfin, l'école de management, c'est juste pour faire de la finance ou du conseil. On peut même faire de médecine. C'est vrai, j'ai un très bon ami qui a fait une parisienne et qui maintenant fait médecine. Nous, on a un double diplôme avec la médecine donc pour devenir futur médecin, avec un voie d'accès à partir du master. Voilà, c'est parfait. Merci infiniment à tous les deux et on va passer les micros maintenant pour les questions du public. Oui, bonjour. Alors, la prépa, ça reste quand même de la pression, une cadence de travail, un concours. Comment, dès la terminale, bien préparer sa prépa? Alors ça, je peux juste répondre en 2 secondes. Oui, vas-y. Parce qu'il y a une conférence qui débute à 16h exactement sur ce thème-là. Mais dans l'amphi 2. Donc il faut traverser le... Vous pouvez pas faire un résumé? Écoutez, il y a plein de vidéos sur Major Prépa, vous pouvez regarder où on parle de ça. Je pense que ce qui est important au lycée, j'allais vous dire quelque chose. D'abord, vous ne pourrez jamais la préparer dès le lycée parce que ce qu'on y fait est très différent. De même que nous, on prépare au concours, on ne prépare pas à l'école. Bon. Néanmoins, disons que la disposition d'esprit, c'est quand même l'approfondissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, si vous voulez, au lycée c'est facile de sans trop travailler, d'avoir des notes très correctes. Il faut aller un peu plus au fond, c'est-à-dire essayer de mieux maîtriser les langues par exemple, regarder des séries en langue étrangère, régulièrement sous-titrées en français, puis assez rapidement dans la langue en question, lire un livre d'histoire en plus du cours, s'assurer que les exercices de mathématiques sont mieux, bref, approfondir, parce que c'est ce qu'on va demander en classe préparatoire. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Ne pas se contenter de la bonne note, mais aller plus loin. Moi, je dirais que le plus important, c'est aimer apprendre beaucoup et aimer travailler beaucoup. Alors, si vous avez ces 2 critères-là, après, ça va aller tout seul. Bonjour, je suis en classe préparatoire ici. J'ai une question pour vous, le prof de géopolitique, j'ai plus votre nom. C'est pour savoir, qu'est-ce qui permet de distinguer une bonne carte lors des concours? Une bonne? Une bonne carte sur l'épreuve HEC et ESCP. C'est un sujet dont je m'en tiendrai après la conférence avec Léon d'ailleurs. Elle doit être claire. Lorsque une carte, il y a un premier effet, si vous voulez, c'est tout de même visuel. Maintenant, ce que je pense, moi, de plus en plus, c'est qu'un cadre supérieur, il a besoin de savoir décortiquer une carte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où sont mes routes, les chaînes de valeur, comment est en train de se restructurer mon espace commercial? Doit-il sortir des crayons de couleur pour la faire? C'est une question que je me pose. Voilà, on en reparlera sûrement. J'ai répondu à moitié à votre question. Il y a un très très bon bouquin de Chabert là-dessus. Pourquoi il est très bien? Parce que les cartes ont été faites à main levée. Donc on peut recopier ces cartes. Ce ne sont pas des cartes faites par informatique, vous savez, qui sont toujours fantastiques. Elles ont été faites à la main. Et comme dans l'art, où pour savoir peindre à la manière d'eux, eh bien, il faut l'avoir recopié. Recopier les cartes du bouquin de Chabert. C-H-A-B-E-R-T. Si je veux me permettre, en fait, parce que on est concepteur, donc... ce qui est important, c'est faire ressortir la problématique. Peu importe avec des belles couleurs ou quoi que ce soit. Si vous réussissez à travers la carte de dire voilà, vous avez compris la problématique essentielle, voilà, c'est ça qui est la chose la plus importante. On espère tous réussir. Bonjour, je suis ici. On espère tous réussir après sa prépa. Et si jamais on n'intègre pas le CP et qu'on plante, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est terminé là. En fait, pardon. Je pense au scénario du crash test en fait. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à intégrer une grande école. Non. Le point, ce qui est bien, c'est que vous faites une classe prépa, vous intégrez une de nos 30aines grandes écoles. Après, c'est en fonction de votre rang. Vous voyez, c'est-à-dire le rang, c'est durant cette semaine, vous avez passé le concours. Après, en plus, donc ça, c'est l'épreuve écrite. Et après, il y a les épreuves orales. Donc, moi, je conseille que toutes les grandes écoles, elles sont excellentes. Donc après, effectivement, bon, comme c'est un concours, voilà, vous avez moins réussi ce jour-là ou ces jours-là. Mais je vous conseille de le faire. Si vraiment vous dites, ah non, vous voulez vraiment ESCP, ben, je vous conseille de QB, par exemple. Moi, je crois que ce que Léon dit est absolument très très important. Les classes prépa, ce n'est pas un coup près, c'est pas une guillotine, c'est un échangeur sur l'autoroute. C'est-à-dire que vous êtes sur la voie prépa, vous aurez une école. Et tu me corrigeras si ce n'est pas le bon chiffre, mais de mémoire, vous savez, il y a un Graal pour les grandes écoles, c'est qu'elles aient des accréditations internationales. Je crois qu'il y a 1% des business schools dans le monde qui ont la triple accréditation, et il me semble que les 15 ou 20 premières françaises l'ont. C'est-à-dire que 16 premières. Les 16 premières, on ne se rend pas compte à quel point
les écoles françaises sont, du point de vue national bien sûr, mais surtout à l'international, parce que le classement d'étudiants c'est bien, mais il donne l'impression que la 10e école ou la 15e école française n'est pas bonne. C'est faux. Elles sont des écoles qui, à l'échelle internationale, sont absolument excellentes. Toutes nos... C'est pour ça, en fait, il y a une grande différence, si je peux me permettre de dire ainsi, ce qu'on appelle les écoles de commerce et les grandes écoles. Et deuxième élément, c'est que nos grandes écoles, vous regardez, est-ce qu'elles sont au sein de la conférence des grandes écoles, la CGE. Donc si elle est labellisée CGE, là, vous pouvez dire que normalement, cette école, elle est excellente. Donc, la CGE, la conférence des grandes écoles. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut faire attention parce que après, il y a certaines écoles qui ne sont pas grandes écoles qui disent qu'on prépare au programme grande école. Il faut faire attention. Ce n'est pas la même chose. Oui. C'était tout l'objectif de ce salon. Hein. Je me permets parce que j'ai co-organisé. En fait, on voulait faire un salon où il n'y a que des grandes écoles, de sorte que vous baladiez un peu au hasard dans les couloirs du salon et que vous tombiez nécessairement sur une grande école. Et c'est la première fois qu'un tel salon est organisé. Et effectivement, il faut faire très attention parce qu'on s'en désole assez souvent. Je crois que c'est d'ailleurs Franck Bournois qui l'avait fait sur France 2 il y a encore quelques années. Une grande école est moins bien protégée qu'un fromage AOP aujourd'hui en France. Et il faut faire très attention à ça parce qu'on parle quand même de l'avenir d'une génération. Et voilà, soyez très attentifs par rapport à ça. Et pour revenir à la question sur la classe préparatoire, 97% des préparationnaires intègrent l'une des 16 premières écoles. Bonjour, je suis juste ici en haut. C'était une question surtout pour vous, Monsieur Meunier. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous préférez, apprendre la géopolitique en classe préparatoire ou alors à la Schema Business School? Alors c'est différent. C'est un continuum, et un continuum, c'est aussi du changement. Un continuum ne veut pas dire la réplication. Hein. En classe prépa, on apprend des fondements. C'est-à-dire d'histoire, de géographie, de géopolitique. Quand je fais mes cours dans la grande école, et j'imagine que c'est absolument pareil, Frédéric Charillon par exemple, ou d'autres enseignent, on en parlait tout à l'heure, dans les très grandes écoles de management, et bien à ce moment-là, je fais des cours qui sont plus appliqués. Par exemple, je fais des cours de prise de décision. On en parlait tout à l'heure avec Léon. C'est aussi pour ça qu'on a souvent des partenariats avec l'armée. Le but de la géopo, cette fois-ci, est de comprendre. Alors, on va dire, si je simplifie à l'extrême, en prépa, il s'agit bien de comprendre des choses. En école, il s'agit de comprendre pour agir, parce qu'on va devoir agir. La compréhension intellectuelle est nécessaire, mais en école, les écoles sont tournées vers l'action, c'est la compréhension. Vous voyez, d'où nous, des cours, on glisse par exemple de la géopo à la stratégie, qui est une discipline connexe d'ailleurs. Voilà, tout simplement. L'alternance, ça fait partie de l'ouverture sociale, puisque lorsque un étudiant fait de l'alternance, c'est-à-dire l'apprentissage, ne paie pas de frais de scolarité, et de plus perçoit une rémunération minimale de la part de l'entreprise. L'alternance, l'apprentissage est excellente. Moi, en général, c'est à partir de la deuxième année du programme Grande École. Vous savez, le programme Grande École, c'est sur 3 ans. Et je conseille. Mais j'ai eu l'occasion de dire à différents ministres passés, il faut justement accompagner, encourager l'alternance dans nos grandes écoles. Parce que vous savez que si l'école ne perçoit pas de frais de scolarité, en fait, c'est le France Compétences, un organisme par rapport aux branches d'activité, va finalement nous reverser les coûts liés à l'apprenti. Mais le point, c'est que chaque année, ces coûts-là baissent. Par exemple, en moyenne, dans le programme Grande École, c'est aux alentours de 9 000 €, alors que le coût moyen en moyenne de nos grandes écoles est de 18 000 €. Donc la question, c'est comment financer ce différentiel. Alors soit on réussit à travers nos écoles pour demander une reste à charge des entreprises, mais c'est un peu plus difficile. Donc vous voyez, c'est là l'enjeu pour nous, c'est un enjeu financier de pérennité. Mais c'est difficile, évidemment, de faire ce programme qui est excellent, parce que pourquoi c'est difficile? Il faut à la fois travailler les cours, et également travailler en entreprise. Même si, donc le rythme il est très intense, mais c'est excellent évidemment comme filière. On va devoir s'arrêter là, je suis désolé, là on me fait des grands signes pour me dire qu'il faut qu'on arrête de parler. Merci infiniment d'avoir suivi cette conférence déjà.
Alors, quelques ressources rapidement. Soyez, je parle aux étudiants, aux lycéens même, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Voilà. Quelques ressources peut-être complémentaires. Alors déjà, à 16h, Amphi 2, il y a la conférence sur bien réussir la transition entre la terminale et la prépa. Vous avez une interview de Monsieur Lelusa sur Major Prépa, voilà, qui date d'il y a quelques mois sur l'ESCP. Beaucoup de contenu de Frédéric Munier également. Donc n'hésitez pas à regarder de manière générale Major Prépa. Merci à tous. Madame.